Mesdames et messieurs les jurys, je vais vous entretenir pour quelques minutes et il s'agit... Pardon? Je ne peux pas me rendre. Et dans une deuxième partie, ma collègue continuera la plaidoirie. Je voudrais vous rappeler que ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui est une tâche très délicate. Bien délicate, bien sûr, parce qu'il s'agit de trouver la vérité. Mais aussi, de cette recherche de la vérité dépend la liberté d'un homme. Pour ce faire, vous avez entendu plusieurs témoignages, mais aucun de nous n'était présent au moment où la scène qui nous a été décrite s'est déroulée. Vous devrez vous faire une opinion en acceptant soit l'une, soit l'autre des versions comme étant la vérité. Alors, permettez-moi de vous rappeler la définition du viol. Selon l'article 143 du Code criminel, une personne de sexe masculin commet un viol en ayant des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin qui n'est pas son épouse, sans le consentement de cette dernière personne de sexe féminin. Ou, avec son consentement, avec le consentement de cette dernière, si le consentement est arraché par des menaces ou par la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu en se faisant passer pour son époux, ou est obtenu par de fausses et frauduleuses représentations quant à la nature et le caractère de l'acte. Autrement dit, pour qu'il y ait viol, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait eu rapport sexuel sans consentement et qu'il y ait eu connaissance de ce non-consentement. Tout au long des témoignages, on a vu que M. Papajohn et Mlle Cotman ont eu un dîner d'affaires durant lequel ils ont bu considérablement. Il a été affirmé par un témoin que Mme Cotman offrait son consentement sur un plateau. Je ne sais pas, mais jusque-là, il y a comme une apparence de consentement. Un autre témoin a dit que M. Papajohn et la plaignante avaient l'air, donné l'image en tout cas, d'un couple amoureux parce qu'elle se laissait baiser la main. Et la plaignante elle-même a reconnu que c'est M. Papajohn qui a conduit sa voiture. S'agissait-il pas là de gestes de familier un peu exagérés pour une relation d'affaires? S'il n'y avait pas consentement, qu'avait-il alors? Il ne faut pas oublier que le collier et les clés de la plaignante ont été trouvés au salon. Elle a de plus reconnu que elle a reconnu le témoignage de M. Papajohn qu'il avait suspendu son chemisier au placard, le reste de ses vêtements ayant été trouvés soigneusement pliés, intacts. Ensuite, elle n'a pas décidé de s'en aller pendant qu'il se déshabillait, ni quand il a commencé à la bousculer. Il n'y a eu aucune preuve de violence. Et durant toute cette période de temps, pas un voisin, pas un passant n'a entendu de hurlement. Pourtant, c'était l'été, comme je vous le disais, et il était plus que probable que les fenêtres étaient ouvertes. Et aucun cri, je vous répète, a été entendu. Mais pourquoi une femme qui n'a pas été violée prétendrait-elle l'avoir été? Il y a un motif pour lequel Mme Cotman prétend avoir été violée. Elle a consenti à un flirt. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a consenti à un flirt au restaurant, puis elle poursuit jusqu'au lit. Mais un peu plus tard, en reprenant ses esprits, elle a réalisé la conséquence de ses gestes. Elle avait été vue en public avec un autre homme que son conjoint. Et peut-être craignait-elle d'être enceinte de lui. Cela compromettait sa réputation professionnelle et du même coup, la relation avec son ami. Quel moyen avait-elle autre, de meilleur, pour sauver la face
que d'accusé M. Papajohn de viol. Il est maintenant évident qu'il y a eu à un moment donné consentement. Et lorsque M. Papajohn a perçu qu'il n'y en avait plus, il a arrêté. Parce que s'il avait eu des rapports sexuels au moment où il n'y avait plus consentement, il y aurait eu quelques marques de violence. Or, il n'y en est pas. J'aimerais aussi rappeler quelque chose concernant le nœud papillon. Un nœud papillon, selon la version de la plaignante, a servi à la bâillonner. Par contre, on l'a retrouvé chez M. le pasteur et dans la déclaration de la police que son nœud papillon était au cou et que ses mains étaient attachées derrière le dos. Comment, s'il l'avait bâillonné, le nœud se serait-il retrouvé au cou? Et d'autant plus, est-ce qu'on peut bâillonner quelqu'un avec un nœud papillon? Hey, on n'en fait pas crier! Absolument pas. C'était un moyen tout à fait inefficace que personne n'aurait pensé à utiliser pour bâillonner. Cela faisait plutôt partie de leur fantasme amoureux. Je vous laisse là-dessus à ma collègue. Comme l'a dit ma collègue, il y eut à un certain moment donné consentement, c'est-à-dire durant toute la période qui précéda l'arrivée à la maison. Cependant, ce n'est qu'une fois à la maison, et pendant une période indéterminée, qu'il y a eu non-consentement. Or, il ressort des témoignages que M. Papajohn n'est pas distingué alors qu'il n'y avait plus consentement. Aussi, la résistance de la plaignante a-t-elle été interprétée d'une mauvaise façon. Il s'agit là d'une erreur de fait. Mais qu'est-ce qu'une erreur de fait? Selon le professeur Manganaz, dans son livre intitulé « Droit pénal canadien », l'erreur de fait apparaît comme une représentation inexacte de la réalité matérielle. Et aussi, une erreur de fait est acceptable lorsqu'elle se fonde sur des motifs vraisemblables et honnêtes. Donc, il s'agit d'un état de fait qui s'apprécie subjectivement et non pas objectivement. Nous devons donc arrêter de comparer les agissements de M. Papajohn à ceux qu'aurait posé un homme raisonnable. Car ce que nous devons faire, en fait, c'est se glisser dans ses pensées, dans sa tête, et essayer de saisir pourquoi il a interprété les faits d'une mauvaise façon. Par exemple, lorsque M. Papajohn déshabillait la plaignante, celle-ci a tenté de le raisonner en lui disant « Que faites-vous, Georges » Est-il évident pour une personne, même raisonnable, de comprendre par cette phrase qu'il y a non-consentement? D'autant plus qu'on connaît dans nos sociétés la signification de ces phrases type. Ensuite, la plaignante a essayé de le raisonner lors de conversations sur la contraception. Elle disait qu'elle voulait avoir un enfant avec son amant, qu'elle était sans protection contraceptive et qu'elle était dans sa période d'ovulation. N'aurait-il pas été moins ambigu, plus simple d'affirmer clairement qu'elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec lui, car leur conversation ne présageait-elle pas une entente que M. Papajohn a d'ailleurs respectée en n'éjaculant pas lors des 3 rapports sexuels. Il y a aussi un autre fait qui mérite une attention particulière. Madame Cottenham reconnaît dans sa déclaration que lorsque M. Papajohn a proposé de lui donner du plaisir oral et a commencé à le faire, elle a refusé et il a cessé. Cela n'est-il pas significatif? Dès le moment où il a perçu une réticence réelle de la part de la plaignante, il a cessé. C'est donc dire qu'à ce moment-là, il était capable de discerner ce à quoi elle résistait et ce à quoi elle consentait. Pourquoi l'était-il à ce moment précis? Tout simplement parce que le non-consentement était alors non équivoque. Et c'est pour cela que je demande l'erreur de fait. Parce qu'il me semble qu'il y a suffisance de preuves pour présenter la défense d'erreur.
Le juge Méran, dans l'arrêt La Reine contre Bresse, Vallière et Théberge, a d'ailleurs conclu que lorsque l'attitude de la femme est équivoque sur la question du consentement, on ne peut dire qu'il n'y a pas de question à présenter à un jury concernant la question de croyance sincère au consentement. Et aussi, je voudrais, en terminant, vous lire un passage du livre de M. Howard intitulé Criminal Law. Je cite. « Il est facile pour un homme attentif à son propre désir de se tromper sur les intentions d'une femme qui elle-même peut hésiter sur quoi faire. Même s'il ne se trompe pas, on a déjà vu une femme, par la suite, soit par peur, soit pour d'autres raisons, regretter ce qui s'est passé et chercher à se justifier rétroactivement en accusant l'homme de viol. » Mesdames et messieurs les jurés, permettez-moi de vous rappeler ne serait-ce qu'une chose, une seule chose. Entre vos mains repose la liberté d'un homme, la liberté de M. Papa John. Or, ne subsiste-t-il pas un doute dans votre esprit, un doute concernant son intention d'avoir des rapports sexuels sans le consentement de la plaignante? Laisseriez-vous ce doute dans l'oubli et ainsi fausser notre recherche de la vérité? Le choix est entre vos mains. Merci. Merci beaucoup. Alors, il appartient maintenant au procureur de la Couronne d'adresser la parole au jury, s'il vous plaît. Votre Seigneurie, Mesdames et Messieurs les jurys, on va rapidement passer en revue ce qu'on a vu, ce que vous avez entendu, les témoins qui sont venus témoigner. D'abord, la victime, vous avez entendu son témoignage. La victime, le témoignage de la victime diffère considérablement de celui de l'accusé. Elle prétend, et il faut le retenir, que M. Papa John lui a dit qu'il allait lui montrer le poing. Il lui a montré le poing quand il lui a demandé d'enlever ses boutons de manchette et puis elle a refusé d'enlever les boutons de manchette, il lui a montré le poing. J'appelle ça une menace. Si vous croyez la victime, vous devez croire que c'est une menace. Ensuite, il lui a dit « Je vais te briser ». Si vous croyez la victime, encore une fois, c'est une menace. On va essayer de se mettre un peu dans la peau de la victime. Cette personne a un métier qu'on peut dire plein d'entre-gens, de relations sociales, de relations humaines. Elle veut faire une vente. Elle a des projets. Elle va avoir sa commission. La vente est presque conclue. Elle est prête à... Elle est gentille, elle est prête à sourire, elle est prête à jouer un certain jeu, à se laisser galanter, peut-être se faire embrasser les mains, même si la victime a dit que ça n'avait pas eu lieu, on peut toujours l'admettre. On peut toujours l'admettre. Mettons qu'elle s'est laissée embrasser les mains, mettons qu'elle s'est laissée prendre par la taille. Je ne vois en soi rien là qui soit déterminant d'un consentement à avoir des relations sexuelles avec M. Papa John. On a ensuite le témoignage de deux personnes, dont un monsieur qui est un acheteur dans une boutique, qui à la fois choisit avec soin un cadeau pour son épouse et observe avec soin deux autres personnes qu'il n'a jamais vues se faire la cour, rire très fort et avoir l'air de consentir à des relations sexuelles. Il m'apparaît, mesdames et messieurs les jurys, que le lien est peut-être un petit peu loin. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi M. Papa John est allé voir Mlle Beaulieu avec la victime. Pourquoi il est allé là? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Moi, je peux vous proposer une réponse. Ce sera à vous de l'évaluer. J'ai l'impression que M. Papa John, moi, était fier d'avoir Mlle Cottenham, qu'il trouve très jolie et très désirable. Il était fier de l'avoir à son bras. Il était content de la montrer à ses amis.
C'est une interprétation qui m'apparaît plausible. D'où ces gestes de tendresse. Vous savez, les hommes, ils ont souvent, on remarque, des petits côtés possessifs. On prend une femme par la taille, c'est la mienne, c'est ma blonde, regardez comment elle est jolie, regardez comment elle est belle. C'est un peu comme ça que M. Papa John se comportait. Madame Cottenham était sa conquête. Elle était déjà sa victime, qu'on s'entende ou pas. Elle était la personne qu'il convoitait. Elle était contente d'être à son bras. Il n'y avait aucune raison d'aller voir Mademoiselle Beaulieu, sinon celle-là. Ensuite, vous avez entendu l'employé du bar. Est-ce que l'employé du bar, vous avez entendu son témoignage? Elle a dit que M. Papa John se comportait normalement, qu'il était gentil. Est-ce qu'elle a dit qu'il était agressif? Mais pas du tout. Est-ce qu'elle a dit qu'il était vindicatif, qu'il l'avait forcé de quelque façon? Pas du tout. Elle ne le connaît pas, il ne la connaît pas, ils n'ont aucune histoire ensemble. À votre avis, comment ça se fait que M. Papa John a pensé que cet employé du bar allait dire en témoignage qu'il était agressif, qu'il l'avait forcé? Pourquoi il aurait pensé ça? Il n'y a aucune raison. Il s'est mis les pieds dans les plats. Et il avait entendu dire qu'elle avait dit ça. Je vous signalerai que le témoignage, quand j'ai rencontré Mademoiselle Cottenham, nous étions entre quatre murs. Mademoiselle Cottenham n'a jamais témoigné contre M. Papa John, absolument jamais. Donc, il ne peut pas avoir entendu dire qu'elle avait témoigné contre lui, puisque ce n'est pas la vérité. Un homme qui, après un acte, démontre un esprit coupable comme celui-là, on peut se demander si cet esprit coupable, il ne l'avait pas non plus avant l'acte. On peut se poser la question. En tout cas, moi, je trouve ça troublant. On est revenu à quelques reprises avec la phrase maintenant célèbre de M. Papa John. « Oh, Georges, que faites-vous? » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la seule phrase que M. Papa John a été capable de citer de toutes les conversations qu'ils ont eues cet après-midi-là. Je lui ai demandé à plusieurs reprises qu'est-ce qu'elle vous disait, est-ce qu'elle a protesté, de quoi vous avez parlé. Je n'ai pu avoir aucune citation que cette phrase extrêmement précise, avec le ton, vous l'avez remarqué, comme moi. « Oh, Georges, que faites-vous? » Alors ça, il l'a entendu, il l'a retenu, il le cite. Le reste, on ne sait pas, c'est vague. Il a parlé... On parlait de contraception, on parlait de son ami, on parlait je vais me retirer, d'accord, et confiance, certainement, pas de problème, mais rien d'autre. Moi, j'ai des doutes. Ensuite, on vous a dit, là, la défense l'avait crié, comment ça qu'on ne l'a pas entendu? D'abord, je vous soumets que dans notre beau pays, même si c'est l'été, même si on est au mois d'août, c'est pas évident qu'il fait chaud, qu'on ouvre les fenêtres et on n'a même pas fait la preuve devant vous que les fenêtres étaient ouvertes. Alors, je pense que cette partie-là de la défense, vous pouvez peut-être la mettre de côté. Pourquoi ces cris n'ont pas été entendus? On n'a pas fait la mesure de ces cris, on n'a pas fait la preuve que les portes et les fenêtres étaient fermées ni ouvertes, on n'a pas fait de preuve de distance entre une propriété, entre sa propriété et la rue ou sa propriété et une autre propriété. Il y a la victime qui vous a dit qu'elle avait traversé toute une allée pour aller chez le voisin. Je pense que pour ce qui est des cris, encore une fois, vous pouvez les mettre de côté. Maintenant, pour ce qui est des rapports oraux dont on a fait état, je vous ferai remarquer que la victime n'a jamais parlé de rapports oraux. Donc, quand on vous dit que M. Papa John a compris qu'elle n'en voulait pas et qu'il a arrêté, c'est son témoignage à lui. La victime n'a jamais parlé de rapports oraux. Il n'a jamais été question de ça. Donc, je vous soumets encore une fois que c'est le témoignage de l'accusé contre celui de la victime. Maintenant, on vous a dit quelque chose d'assez curieux. On vous a posé une question très pertinente. À votre avis, si Mme Cottenham n'a pas été violée,
Pour quelle raison est-ce qu'elle a porté des accusations de viol? Et on vous a dit que c'était pour sauver la face, que c'était parce qu'elle avait peur d'être enceinte, alors que de son propre témoignage et de celui de l'accusé, il n'y a jamais eu d'éjaculation. Est-ce qu'à votre avis, si elle avait voulu sauver la face, ça n'aurait pas été plus simple de lui dire « détache-moi », de s'habiller et de rentrer tranquillement chez elle en passant l'éponge? À votre avis? Je voudrais maintenant, votre Seigneurie, disposer de la défense qu'on a fait devant vous d'erreur de fait. Et je voudrais expliquer au jury mon point de vue sur cette défense. D'abord, pour que ce soit très clair, je n'accepte pas la défense d'erreur de fait dans le cas qui nous occupe, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour illustrer mon propos, Monsieur le juge, Mesdames et Messieurs les jurys, je vais vous parler de deux causes où l'erreur de fait a été acceptée. Il s'agit de la cause de Plummer, Monsieur Plummer, un instant, Plummer and Brown. Dans la cause de Plummer and Brown, vous avez une fille qui se fait violer. C'est un viol, c'est clair. La fille est dans l'appartement du monsieur, le monsieur la viole. Elle est couchée dans le lit, le viol vient d'avoir lieu, vient de se terminer. Le monsieur va à la salle de bain et sur les entrefaites entre dans l'appartement un deuxième monsieur qui voit la fille étendue là. Elle, pas un mot, c'est folle. Il se déshabille, il la viole. Il y a une erreur de fait, absolument. Mais est-ce qu'il y a une erreur de fait sur le consentement? Pas du tout. Elle consentait. Elle consentait, cette fille-là. Elle a décidé de consentir parce qu'elle s'est dit, non, il vient de me violer, je suis aussi bête de consentir pour le deuxième. Il n'y a pas d'erreur de fait sur le consentement. Le consentement, il est clair. Il y a une erreur de fait, par exemple. C'est que si elle a consenti, c'est parce qu'elle a cru que c'était un deuxième violeur. Est-ce que vous voyez la nuance? Je vais vous donner un autre exemple. Il s'agit, Votre Seigneurie, de la cause de Morgan. Dans Morgan, c'est le monsieur qui prend un verre avec 2-3 de ses camarades et il leur dit, il commence à être chaud un peu, il leur dit, on va aller chez moi, on va se taper ma femme, je vous avertis, elle va crier, elle va résister un peu, mais c'est un jeu, elle aime ça. Les messieurs se rendent au domicile de celui dont c'est la femme. Et effectivement, il lui saute dessus. Effectivement, elle résiste. Et il la viole tous les trois. Est-ce qu'il y a erreur de fait? Bien sûr. Est-ce qu'il y a erreur de fait sur le consentement? Pas du tout. C'était prévu qu'elle ne consentirait pas. Elle n'a pas consenti non plus. C'est pas là qu'est l'erreur de fait. C'est pas sur le consentement. C'est sur ce qui a amené l'acte. Est-ce que vous voyez la nuance? On essaye de vous dire avec Papa John qu'il y a une erreur de fait sur le consentement. Il n'y en a pas. Il y a soit consentement ou il n'y a pas consentement. Il n'y a pas d'erreur de fait. Pour quelle erreur de fait, pour quel fait M. Papa John aurait-il pu penser qu'elle consentait? Il y a consentement ou il n'y a pas consentement. Il n'y a pas d'erreur de fait là-dedans. Maintenant, vous avez à décider entre les deux témoignages, les deux versions, parce que il n'y a finalement pas beaucoup de témoignages en dehors des deux personnes concernées. Vous avez à décider laquelle des deux dit la vérité. Je vous soumets que il serait très, très étonnant que Mlle Cottenham n'ait pas été violée. C'est pas pour rien qu'elle a porté des accusations. C'est une femme sérieuse, elle a un métier sérieux, elle désire avoir des enfants. Je ne vois pas pourquoi
elle serait allée gâcher une partie de sa vie, une partie de sa vie à elle, une partie de sa vie avec son ami. Je ne vois pas pourquoi elle serait allée gâcher ça pour le plaisir de faire condamner M. Papajohn. Elle a dit qu'elle avait été menacée du poing, qu'il avait dit qu'il allait la briser. Je pense que c'est une menace suffisante qui peut expliquer qu'elle soit restée sur les lieux. Écoutez, ils avaient pris de l'alcool. Elle avait pris 28 onces d'alcool, lui 11 bières. Il commence à y enlever son chemisier, à l'embrasser. Elle ne peut pas croire ce qui lui arrive. Elle lui dit, mais non, laisse-moi. Qu'est-ce que vous faites? Voyons donc. Elle essaie encore de sauver la chef Péchou. Elle dit, il va reprendre ses esprits. Ça n'a pas de bon sens, il va arrêter. Mais non, il n'arrête pas. Il continue jusqu'à, selon le témoignage de Mme Cottenham, il la pousse sur le lit. Et là, il lui montre le poing, il lui demande d'enlever les boutons de manchette, elle ne veut pas, etc., etc. Sinon, écoutez, elle finit attachée, les poignets derrière le dos, avec un bâillon. Comment vous pouvez expliquer, vous autres, que tout à coup, elle consentait, et tout à coup, elle ne consentait plus? Même l'accusé n'a pas été capable d'expliquer pourquoi tout à coup, elle ne consentait plus. Il n'a pas compris. Il est allé fumer une cigarette. Il dit, coudonc est hystérique. C'est bien connu que les femmes sont hystériques, n'est-ce pas? Je voudrais vous citer maintenant, Monsieur le juge, une citation du juge Lambert dans Morgan. Le juge Lambert a dit, « Pourquoi une femme attaquée sexuellement par cet homme devrait-elle, pour que l'accusation de viol soit prouvée, avoir à se défendre par des hurlements ou par des coups pour indiquer son absence de consentement ou avoir à consentir par crainte? Une ferme protestation verbale suffisante pour dissiper tout motif raisonnable de croire au consentement devrait suffire dans ces circonstances sur une accusation de viol. » S'il y a quelque chose d'intime, c'est bien le viol. Ça se passe entre deux personnes. Et il y a juste ces deux personnes-là qui sont en mesure de savoir s'il y en a une des deux qui consent ou si elle ne consent pas. C'est à vous autres maintenant d'évaluer l'ensemble de la preuve à partir du moment où ils se sont rencontrés, aller jusqu'au moment où Madame s'est présentée à la porte du pasteur avec les mains attachées derrière le dos, avec le nœud papillon dans le cou. Et à propos de ce nœud papillon-là, je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Monsieur Papajohn dit que le nœud papillon, c'était pour les exciter sexuellement et qu'elle était d'accord. Après ça, relation sexuelle alors que Madame est couchée sur le ventre. Si le nœud papillon sert pour exciter monsieur et non pas pour la bâillonner, le nœud papillon ne devait pas être tellement excitant parce que Madame était couchée sur le ventre. Alors, le nœud papillon, il était écrasé sous sa gorge, voyez-vous? Alors, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un nœud papillon excitant si on ne le voit même pas. Et je vous soumets qu'un nœud papillon peut très bien être mis devant la bouche sans laisser de blessure. D'ailleurs, on ne vous a pas dit combien de temps après on a examiné Madame. Je pense que des rougeurs, 3-4 heures après, de nœuds papillons qu'elle a gardé quelques instants. C'est quand même la fin de l'épisode, ça. Je pense que ça ne paraît pas nécessairement. Et je pense que couché sur le ventre et avec la crise d'hystérie qu'elle a fait de l'aveu même de M. Papajohn, ce nœud papillon-là, il peut avoir descendu. Elle était couchée sur le ventre. Bon, enfin, moi, je trouve rien d'impossible là-dedans. Je vous laisse, mesdames, messieurs les jurys, réfléchir comme il faut à chacun des éléments. Et je voudrais vous dire que la victime, nous faisons entièrement confiance quant à l'issue du procès et nous respectons d'avance votre décision. Merci, votre Seigneur. Alors, c'est à mon tour de m'adresser à vous, mesdames et messieurs les jurés. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, votre compréhension. Vous avez entendu la preuve présentée par les deux parties ainsi que les plaidoiries des procureurs. Il appartient maintenant à vous de décider si l'accusé est coupable. En fait, vous devez évaluer la preuve pour voir si la couronne vous a persuadé hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, étant donné que la poursuite lors d'un procès pénal doit établir tous les éléments de l'infraction, et ce, hors de tout doute. Le prévenu répond ici d'une accusation de viol.
En vertu de la loi, cette infraction exige la preuve des rapports sexuels entre un homme et une femme qui n'est pas son épouse en l'absence de son consentement ou lorsque le consentement de la femme est vicié. L'accusation porte sur une infraction grave et difficile, qui est passible d'une peine maximum d'emprisonnement à perpétuité. Le viol implique un acte de rapport sexuel qui, en soi, n'est ni criminel ni illégal et qui peut par ailleurs être à la fois désirable et agréable. Son caractère criminel dépend de considérations complexes car il faut tenir compte de l'état d'esprit des deux parties et de l'influence de l'une sur l'autre, de même que de leur interaction physique, et c'est parfois difficile à interpréter, d'autant plus qu'habituellement l'acte se déroule en privé. Dans notre cas, l'accusé, par le biais de son avocat, prétend que la victime consentait. Or, si vous arrivez à la conclusion qu'il y a un doute sur l'existence du consentement de la victime, vous devez prononcer un acquittement étant donné que la poursuite n'a pas établi hors de tout doute raisonnable un des éléments essentiels de l'infraction. Subsidiairement, l'accusé prétend que même si en réalité la victime ne consentait pas, lui, il croyait sincèrement et honnêtement qu'elle consentait au rapport sexuel. L'accusé est tout à fait libre de vous soumettre ce moyen subsidiaire de défense concernant son erreur d'appréciation sur l'existence du consentement. Vous pouvez quand même vous poser la question sur la possibilité d'invoquer en même temps que l'accusé croyait que la victime consentait ou que l'accusé s'est trompé sur l'existence de son consentement. De toute façon, vous êtes libre d'évaluer la preuve et de décider si l'accusé est ou non coupable. L'histoire de l'accusé consiste au fait qu'après une soirée galante avec la victime, ils sont allés chez lui. Là, il lui a proposé des rapports sexuels, ce que la victime n'a pas refusé. Étant donné que les rapports sexuels se sont avérés frustrants pour les deux parties, il a proposé à la victime de la servir symboliquement en lui attachant les mains ainsi qu'un nœud papillon autour du cou. Il paraît qu'à partir de ce moment, la victime est devenue hystérique et n'a rien voulu entendre. L'accusé prétend alors qu'il n'a plus essayé d'avoir des rapports sexuels. La version de la plaignante est tout à fait contradictoire. Elle dit qu'elle n'a jamais consenti à des rapports sexuels et qu'elle a été obligée de se soumettre sous les menaces proférées par l'accusé. Vous devez donc trancher dans cette question. Je vous rappelle que pour condamner l'accusé, vous devez être convaincu hors de tout doute de sa culpabilité. Vous pouvez maintenant vous retirer pour délibérer. Votre décision doit être unanime pour prononcer une déclaration de culpabilité, sinon l'accusé doit être acquitté. Vous pouvez vous retirer. Je vous remercie beaucoup. La Cour adjourne. La décision du jury. Alors, je demande au président du jury s'il y a une décision unanime du jury. Oui, Monsieur le Président, on a atteint une décision unanime. D'accord. Est-ce que, d'après le jury, l'accusé est coupable ou non coupable? Le jury l'a trouvé non coupable. Non coupable. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Maintenant, sur la sentence, vous avez certainement des représentations à faire. Vous préférez qu'on ajourne? Est-ce que la décision était unanime? Oui. Alors, je m'excuse sur la sentence. Bon, donc, il y a acquittement. Vous avez raison. Spécifier quelque chose? Oui, c'est quoi? C'est que la décision a été unanime dans la mesure où le doute, ou le hors de tout doute raisonnable. Je comprends. Si on s'en tenait au hors de tout doute raisonnable. Je comprends. Alors, M. Papajohn, vous êtes libre et libéré. Je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. Je remercie beaucoup le jury. Donc, je n'ai pas fini.